On va vous parler aujourd'hui de CI/CD sous la forme d'un retour d'expérience de ce qu'on a fait tester à OVH et ce qui nous a amené à popper 5 millions de workers, vous verrez ce que c'est après, en une année. On va commencer par se présenter. Moi, c'est Steven, je suis à OVH depuis 2015, donc dans une équipe qui est dédiée au continuous delivery pour l'ensemble des équipes. Moi, c'est Richard Le Terrier. Du coup, je suis chez OVH depuis 1 an maintenant, pratiquement jour pour jour, et je travaille du coup dans la team CD également, sur CDS entre autres, et puis d'autres outils en lien avec le continuous delivery chez OVH. Bonjour à tous, moi c'est Benjamin Kounen. Je suis chez OVH depuis 4 ans, toujours dans la team aussi avec mes compatriotes. Enfin, pas compatriotes, mes collègues. On a 2 autres collègues aussi qui travaillent dans l'équipe. Fait important, je suis d'origine belge. Et du coup, j'en profite. Vu qu'on a 1 heure devant nous, je pense qu'on pourrait peut-être en 1 heure voir pourquoi la France a volé la Coupe du Monde à la Belgique l'an dernier. Je pense qu'en 1 heure, il y a moyen, non? C'est faisable, on peut faire ça. Bon, bah non, on va continuer sur de la CI alors. Et c'est Steven qui commence. Ok, merci. Putain, comment on change? Attends, je suis pas sur le bon écran. Saleté de mec. Ah. Alors, on va commencer l'histoire en 2014, puisque c'est là que les choses ont commencé à bouger chez OVH. OVH a commencé à grossir assez rapidement, et les bases de code c'était plutôt des gros monolithes, avec quelques gardiens du temple. Donc, quand c'est dur à proposer des pull requests, il n'y a que 3-4 personnes qui peuvent merger, on perd du temps, on n'arrive pas à déployer assez vite. Du coup, les équipes ont commencé à s'extraire de ces gros monolithes, à commencer à développer des microservices et ce genre de choses. Et du coup, ces équipes qui avant ne faisaient que du dev vont se retrouver à devoir builder et déployer leurs applications. Donc en fonction des équipes, des gens, des connaissances des gens, ils vont commencer à s'outiller. Donc on va avoir des GitLab qui vont arriver par équipe, des Jenkins. Pour les plus feignants, on va avoir des crontabs qui font des git pull. Des fichiers statiques, du Perl, du Python, ça passe. Les fronts. Certains du script bash, et puis pour les autres, on se connecte sur les machines en route, c'est plus facile, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Du coup, c'est assez hétérogène en fonction des équipes. Beaucoup d'équipes du coup font les mêmes choses et n'ont pas spécialement plus envie de gérer tout ça. Parce que gérer une plateforme de continuous delivery, une intégration continue, ça prend du temps quand même. Du coup, il a été décidé de créer une équipe début 2015 qui va gérer ça pour l'ensemble de la boîte. Donc ça va aller du repo de code à l'outil qui build, qui déploie, et au store d'artefacts et ce genre de choses. Le but, ça va être de promouvoir et de former les équipes, parce que tout le monde n'était pas sensibilisé à ça. Et voilà. Petit rappel rapide, continuous delivery, intégration continue. Intégration continue, ça va être la phase du commit jusqu'au test. Et quand on parle de continuous delivery, on va aller jusqu'à la production, plus la feedback loop qui revient au début. C'est souvent représenté sous le signe d'infinité. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? La base de code a été sous un Gitolith tout moche, donc pas de gestion de pull request ou ce genre de choses. Donc on a commencé par changer ça, on a mis un stash qui est devenu Bitbucket après. C'était intégré aux autres outils qu'on avait déjà chez Atlassian, Jira, Confluence, c'est pratique. Et il n'y avait pas d'outil du coup de CI/CD vraiment pour le groupe. Du coup, chacun avait sa petite truc. Dans l'équipe, les gens avaient déjà travaillé avec d'autres outils d'intégration continue, et on savait qu'on sur des petites équipes ça marche bien, mais proposer sur des grosses boîtes, c'est des outils qui sont assez lourds. Et c'était surtout des outils d'intégration continue, et nous on voulait faire du continuous delivery. On a choisi Bamboo parce que c'était rapide à mettre en place. C'était Atlassian aussi, donc peut-être qu'il y avait un bon commercial, j'en sais rien, j'étais pas là. Voilà, ça s'intègre bien, il y avait des gestions de contrôle d'accès, il y avait des notions d'environnement et de déploiement, donc ça c'est hyper intéressant. Donc on est parti là-dessus pendant plusieurs mois, voir ce que ça donnait, former les gens.
Les gens ont plutôt accueilli ça, ils étaient plutôt contents. Ils ont pu se débarrasser des trucs qu'ils ne voulaient pas maintenir, de leurs infras qu'ils ne voulaient pas maintenir. Toute la notion de déploiement et d'environnement, c'est vraiment bien fait sur Bamboo. Par contre, la montée en charge, il l'a pas supporté. Bamboo, c'est un gros master, et puis on délègue on va déloguer tous les jobs sur un serveur externe, et leur licensing est fait d'ailleurs là-dessus. Donc il y a une limite max en termes de workers qu'on peut mettre à l'extérieur. Donc pour nous déjà on l'a plafonné. On était un peu embêtés. Lui commençait à ramer, il y a des pages, il fallait plusieurs minutes pour les afficher. Surtout les pages de déploiement, ça commence à devenir un peu chiant. Du coup les gens disent bon on va pas aller sur lui, on va aller via l'API ou via la CLI. Ah bah non, tu peux pas. C'est pas complet, tu peux pas modifier tes pipelines, etc. Il y a plein de choses où il faut être admin Bamboo pour commencer des choses, donc c'est un peu pénible. Nous, en tant qu'équipe CD, ça nous a appris aussi, vu qu'on était, je pense que le plus vieux de l'équipe est arrivé fin 2014, OVH, ça nous a permis aussi de savoir ce qui se passait à OVH, c'était quoi de développer à OVH. Parce que c'est pas que des gens qui font des applis, on a une boîte qui fait aussi beaucoup d'infra. Du coup, qu'est-ce que c'est de développer à OVH ? C'est mon tour du coup. Donc qu'est-ce que c'est le développement logiciel, en tout cas à OVH le constat, qu'est-ce que c'était à cette époque-là? Donc là, on est fin 2015, ou en 2015, je ne sais plus exactement. Et bien déjà, c'est des langages variés. Alors, en fin de compte, l'outil qu'on va utiliser pour faire tout ce qui est CI/CD, etc., il va falloir qu'il deal avec tout ça. Donc il y a du Python, il y a du Rust. Alors à l'époque, il n'y en avait pas peut-être, mais aujourd'hui, il y en a en tout cas, quelques projets. Il y a du Go, il y a pas mal de Node.js, il y a pas mal de Perl historiquement, un peu de C, un peu de Java, très peu. Plusieurs langages, pas mal de plateformes, systèmes de bases de données, de cache, de choses différentes. Alors on a différents types d'OS, on a de la partie Microsoft, on a du Linux, on a des conteneurs, on héberge des VM, donc OpenStack, VMware ou alors Docker Cube, et on fait du Postgre, du Mongo, etc. Donc toute une panoplie de langages et d'outils. Et donc, si on a des besoins CI/CD, il va falloir que, en tout cas, l'outil qu'on mette en place pour répondre à ces besoins, deal avec tous ces langages, toutes ces plateformes. Donc, en fait, on a essayé à ce moment-là, quand on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir du CI/CD, on s'est posé la question c'est quoi les besoins. Et de cette question, 4 principaux besoins ont émergé en fait. Donc le premier, il nous faut quelque chose de flexible. Donc quand on parle de flexibilité, en fait, il nous faut un outil, quelque chose qui nous permette de modéliser en fait des process de métier assez compliqués. Donc, quand on parle de process métier, on va vouloir des pipelines, des stages, des jobs. Donc ça, c'est des notions bien connues, des trucs qui existaient dans Bamboo, des trucs qui existaient déjà peut-être pas dans Jenkins encore à l'époque, en tout cas pas sous la forme dont ça existe aujourd'hui, mais qui nous permettent de modéliser des workflows un peu intéressants, donc avec des étapes de build, des étapes de test, de déploiement, des conditions, des permissions, certaines étapes qui passent en automatique, d'autres en manuel, selon les branches, etc. Il nous faut de la notification sur certaines étapes, si ça a fail, etc. On veut avoir une notif dans un Slack, dans un Jabber, des choses comme ça. On veut pouvoir faire des déploiements sur les différentes plateformes que j'ai listées. Et un point très important aussi, on veut pouvoir factoriser un maximum de choses. La manière dont on build une application, très souvent, en fait, entre différents projets, si c'est les mêmes langages, c'est pratiquement la même chose. Donc on va vouloir factoriser, on va vouloir créer un pipeline, idéalement, qu'on va réutiliser pour plusieurs applications. Pareil, la façon dont on déploie, généralement, c'est la même chose, c'est juste l'environnement qui change. Donc on va vouloir réutiliser les mêmes choses. Il faut que ce soit extensible. Donc évidemment, avec un système de plugin et d'intégration, toutes les plateformes qu'on a vues, on n'allait pas toutes les coder directement dans l'outil. Il faut avoir un système qui nous permette de rajouter des choses qui viennent se greffer au cœur de l'outil. Il faut qu'il soit élastique. Alors ça, c'est important. On avait vu les limites de Bamboo, donc avec ses workers, etc. On arrive sur des files d'attente super longues.
Les builds, il faut attendre plusieurs minutes parfois pour que ça parte et que vous ayez votre résultat de test ou ce genre de choses. C'est pas possible. Donc là, il faut quelque chose d'élastique, il faut qu'il y ait de la ressource disponible au bon moment. Ça sert à rien d'avoir de la ressource des VM qui tournent pour rien non plus. Il faut juste que quand on en a besoin, hop, on puisse spawner quelque chose, ça démarre, ça fait le job et ça s'en va. Donc pour éviter la consommation de ressources inutiles et que les environnements soient personnalisables. Alors selon tous les langages, selon toutes les plateformes qu'on a vues, des fois on va vouloir potentiellement exécuter du conteneur pour exécuter du script de build, etc. Mais parfois, il va nous falloir de la VM, ce genre de choses. Donc, et pouvoir personnaliser ces environnements, rajouter des outils à l'intérieur, etc. Autre point, il faut que ce soit self-service. Alors, nous, dans la team CD, donc on maintient l'outil CDS. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il soit stable en production, de rajouter des features, d'écouter les teams chez OVH, de voir ce qui manque, et puis selon leurs besoins, développer des nouvelles choses ou fixer. Mais c'est certainement pas d'aller leur créer des projets, d'aller leur créer des workflows, leur donner des permissions, ce genre de choses. Ça, il faut qu'ils puissent le faire tout seuls. Avec d'autres outils comme on avait pu avoir avant, c'était pas possible. De la même manière, la façon dont ils vont vouloir personnaliser les environnements, les VM dont je parlais, les conteneurs pour builder, il faut qu'ils puissent le faire eux-mêmes aussi également. Donc ça, c'était les 4 principaux points. Il y a plusieurs autres petits points. Il faut que ce soit hautement disponible. Effectivement, il ne faut pas qu'on coupe l'outil de CI/CD quand on veut le mettre à jour. C'est un peu, on veut faire du continuous delivery. Si on coupe l'outil de CI, c'est un peu dommage quand même. Si même nous, on ne sait pas le faire. Il faut qu'on ait une API REST et puis idéalement une command line aussi, parce que ça, si on veut pouvoir automatiser des choses, des fois ça peut être intéressant, il manque une feature ou quelque chose dans l'outil de CI, on va rajouter, on va faire un petit script au-dessus. Et pareil, avoir une command line et une API REST, c'est très pratique pour ça. Donc on veut faciliter la factorisation, donc ça c'est un point important en fait, à tout niveau dans l'outil qu'on veut, il faut qu'on puisse factoriser, donc que ce soit des pipelines ou même... je ne vais pas en dire trop, vous verrez tout à l'heure, ça va être mieux. Sinon je vais parler un peu en avance des différents concepts. Et il faut qu'on puisse l'hoster chez nous. Effectivement, on a un cloud avec plein de machines. On ne va pas aller le mettre chez un concurrent. Du coup, quelle solution CI/CD, en tout cas à l'époque, quel outil couvre les besoins? Jenkins, en tout cas Bamboo déjà non. On en vient, donc on veut en sortir. Donc c'est pas celui-là. Jenkins non pour plusieurs raisons également. Certaines sont les mêmes que Bamboo d'ailleurs. Je ne vais pas faire la liste parce que je pense que si on fait la comparaison de ces outils, on va y passer un certain moment. GitLab CI à l'époque non. Aujourd'hui, ça couvrait peut-être pas tout, on verra. Et donc une autre question, créer un nouvel outil, pourquoi pas? Et là, pour vous en parler, je vais passer la parole à Benjamin. Et du coup, c'est là qu'est né CDS. Alors, CDS pour Continuous Delivery Service. Nom très original. Il est né fin 2015, du coup. On a commencé le développement là-dessus, en interne, premièrement. Et après, on l'a sorti une première version en open source à partir de octobre 2016, donc plus ou moins un an après. L'outil, il est développé totalement en Go. Et il y a quand même un petit microservice en Rust. Et c'est important. Le front, c'est de l'Angular 7+, la dernière version. Ça évolue tellement vite que... 8. C'était pour m'entendre dire 8. Voilà. Du coup, quand on a décidé de développer CDS, on n'est pas reparti d'une feuille blanche. On n'a pas réinventé le monde non plus. On a utilisé des concepts comme Richard disait tout à l'heure, les jobs, les stages, les pipelines, des concepts qui sont dans la littérature de la CI/CD. Tout ce qui est de plus classique, c'est juste qu'on a introduit un concept un peu plus haut niveau qu'on appelle le workflow. En clair, ça nous ajoute une abstraction au-dessus des pipelines. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de répondre aux critères de la flexibilité que Richard exposait tout à l'heure.
Alors ici, on a une vue d'un workflow dans CDS. Workflow assez basique et habituel. À gauche, on a la liste des runs. Et là, au milieu, on a tout notre workflow avec les petites boîtes qui se suivent et tout ça. Alors, qu'est-ce que les petites boîtes ? Les petites boîtes, c'est des pipelines. En clair, un workflow dans CDS, c'est un enchaînement de différentes pipelines. Pourquoi on a ajouté ce concept ? Déjà parce qu'au niveau des pipelines, toutes ces boîtes-là, elles sont toutes conditionnables. Donc, imaginons, on veut tout lancer automatiquement, mais on ne veut pas déployer automatiquement au Canada, là, ici. Contrairement à l'Europe, où on veut déployer automatiquement, tout est conditionnable. On verra juste après le type de conditions qu'on peut faire, c'est plutôt cool. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que grâce à ce concept de workflow, on va pouvoir ajouter du contexte sur des pipelines. Nous, comme disait Richard, le but c'est que généralement, par exemple dans Jenkins, vous faites un script qui va builder votre appli, vous allez le copier-coller pour faire un autre pipeline et ça sera plus ou moins la même chose. Le but, nous, c'est qu'on n'ait pas à faire de copier-coller, que derrière, ce sera plus ou moins le même code base, le même script, quoi. Donc, on permet de réutiliser, par exemple ici, test.ca et test.eu. Derrière, c'est la même instance, c'est le même script que vous avez écrit qui va tourner. C'est juste qu'on a ajouté du contexte en plus. Donc si on regarde, là, on a dans test.ca, on a My Application et Canada. Ça, c'est deux types de contextes différents. My Application, c'est un contexte de type application. Par exemple, on va pouvoir lui ajouter des clés SSH et tout ça qui est lié à votre appli. On va pouvoir lui lier un repo GitHub qui est vraiment lié à votre appli et tout ça. Et on a Canada, qui est un contexte de type environnement. Donc là, c'est l'environnement Canada. Donc par exemple, dedans, on lui a mis des variables pour dire OK, j'ai ma production, mon cluster cube, c'est cette adresse-là, c'est ces credentials-là. Et j'utilise le même pipeline ici, par exemple, pour deploy CA et deploy EU, c'est le même derrière, sauf que le contexte va être différent. Donc pas besoin de faire du copier-coller et de réécrire derrière. Ça fonctionne grâce au contexte et aux variables qu'on ajoute. Alors, si on zoome au sein d'un pipeline, par exemple build, on a cette vue et c'est pas très bien cadré. Heureusement, au foot, les Belges cadrent mieux. Du coup, c'est pas mon thème. Du coup, ici, on est dans un pipeline. On a la vue des logs, ça s'est exécuté, tout ça, c'est génial. On a les concepts que je vous expliquais tout à l'heure, les stages, les jobs, les steps. On va y aller petit à petit. On a ici 2 stages. Qu'est-ce que des stages ? Ça va s'exécuter séquentiellement. On va voir après l'intérêt d'avoir des stages au sein d'un pipeline et tout ça. Dans un stage, on a des jobs. Ici, dans le stage à gauche, qu'on appelle le stage build, on a le job compile Darwin, Linux, Windows. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque job, ce petit logo là, triangulaire, c'est un worker en clair. Et du coup, derrière, c'est une machine. C'est soit une VM, soit un Docker, soit une machine. Du coup, tout ce qui est au sein d'un stage, tous les jobs vont se lancer de façon parallèle. Ça va tous se lancer en même temps. Par exemple, du coup, dans compile Darwin, si je fais un mkdir coucou, que j'essaye de faire un ls dans compile Linux, qui est un autre job, je ne vais pas le retrouver forcément parce que ça va se retrouver sur des workers différents, dans des workspaces différents, donc des machines différentes. L'intérêt d'avoir des jobs comme ça au sein d'un même stage, c'est que par exemple ici on voit si on fait une release de notre soft, généralement on aimerait bien que tout le monde ait une compilation pour chaque OS, et donc là on fait tout en parallèle pour Darwin, pour Linux, pour Windows. Ça prend beaucoup moins de temps que si on le faisait en séquentiel. Voilà. Du coup, les stages, ce qui est aussi intéressant avec les stages, ah oui, tout à l'heure je disais on crée un dossier dans un job, on ne le retrouve pas dans le job du même stage forcément parce que ça se lance en parallèle. La façon de faire pour passer des dossiers d'un job à l'autre qui se suit, c'est juste on a des
des steps prédéfinis qui s'appellent artifact upload, artifact download, et on arrive à se passer des fichiers comme ça, en clair. Ce qui est intéressant dans les stages, c'est que pareil, les stages peuvent être conditionnables. Alors là, comme ça, on se dit, ouais, il y a plein de conditions partout, mais à quoi ça peut nous servir? Un exemple, ça c'est une ancienne version de notre pipeline de build de CDS, parce que CDS se build avec CDS, et on déploie même un CDS dans CDS pour faire des tests, pour tester CDS, et on déploie CDS avec CDS. Voilà, j'ai réussi à le faire du premier coup, c'est pas mal. Du coup là par exemple, c'est notre pipeline de build. On a 3 stages. Le stage build minimal, build other OS arch et package. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand c'est pas master, par exemple, on a mis une condition sur le deuxième stage qui dit si c'est pas la branche master, tu le lances pas, tu skips, tu passes à la suite. Ce qui nous permet de, quand on développe sur des branches à nous, pour tester, pour passer aux tests qui suivent, après dans d'autres pipelines, d'aller beaucoup plus vite. Parce que nous, quand on est sur une branche de développement, on s'en fout de compiler la CLI et l'engine pour tous les OS et toutes les architectures. Donc on a mis une condition sur le stage pour qu'il skip et qu'il aille plus vite. Ça, c'est un exemple parmi d'autres dont on peut tirer profit des conditions sur les stages. On revient rapidement sur la vue d'un workflow qui s'est exécuté là du coup. Tout est passé au vert et comme j'avais dit tout à l'heure, on a décidé de déployer automatiquement au Canada mais pas en Europe pardon. Du coup ça s'est pas lancé, on le voit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a un mode très simple de conditions comme ça, une variable égale l'autre variable. À chaque fois qu'un pipeline CDS se lance, ça va créer des variables et tout ça. On peut créer des conditions par rapport à ces variables. Et on s'est dit aussi, avant, au tout début, CDS était déployé vraiment en continuous deployment. Donc on pushait sur master, enfin on pushait pas, on mergeait sur master. Ça faisait... Sauf que c'est un projet open source et on s'amuse bien à le faire. Et ça nous arrivait de développer le week-end et de merger sur master le week-end. Et donc de proder le week-end sans vraiment le vouloir. Du coup, on s'est dit ça pourrait être sympa d'avoir un système de conditions avancées. Et qu'est-ce que c'est les conditions avancées? Typiquement, par exemple, on permet aux gens d'écrire leurs conditions en code par un script Lua. Et ça nous a permis de, par exemple, indiquer je ne veux pas déployer sur la prod si je suis le week-end et qu'il est après 18h en semaine ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Et ça répond bien au concept de flexibilité. Alors, pour passer aux critères d'extensibilité, en clair, on a ce qu'on appelle des intégrations. On en a plusieurs, ce qui nous permet d'être plugué à du GitHub, du GitLab, du Gerrit, du Bitbucket Cloud Server. Et on a aussi des plateformes comme Kafka et tout ça. Par exemple, ici, on avait vu au-dessus, il y a le petit AutoCAD de GitHub. Là, c'est un hook. En clair, ça indique si on push sur mon repo, ça déclenche mon workflow. On peut le faire aussi avec une queue Kafka. Si il reçoit un message sur ma queue, sur mon topic, hop, je lance mon workflow. Pareil pour RabbitMQ, avec les conditions de lancement aussi, on sait aussi filtrer quoi lancer et tout ça. Et derrière, tout ce qui est worker et tout ça, ça peut scale sur soit du Cube, du Mesos, du Swarm, de l'OpenStack. Pareil pour les déploiements, on peut déployer sur toutes ces infras. Donc on a pas mal d'intégrations. Ce qui est sympa en fait, c'est que on a aussi des plugins et c'est un peu langage agnostique. Donc vous utilisez n'importe quel langage, tant que vous savez faire du gRPC pour discuter avec nos workers, ça fonctionne. Du coup, si vous avez envie de vous amuser, n'hésitez pas à contribuer. On a quelques contributions, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Merci. Pour la partie élastique. Alors on a vu que tout à l'heure que les workers prenaient les jobs. On s'amuse évidemment pas à avoir un parc, une infra avec des services, avec des serveurs déjà lancés, des workers déjà lancés qui attendraient, qui auraient la bonne version de Java ou de Node. Donc on a développé un composant qui est une hatchery. Donc une hatchery, c'est un binaire. Donc c'est dispo dans toutes les archives. De toute façon, c'est en Go.
Ce binaire, il va se connecter à l'API. Donc il a un petit token qui lui dit à peu près quel droit est-ce qu'il a le droit de voir. Il se connecte à l'API sur un flux événementiel. Et dès que l'API va avoir des choses à faire, elle va lui envoyer. Il va écouter. Elle va récupérer les jobs. Elle va dire tiens, est-ce que ça, je serais capable de le faire? Est-ce que je serais capable de démarrer un worker CDS qui serait capable de faire ça? Si c'est possible, elle va démarrer le worker. Elle va réserver le job. Elle va démarrer le worker et le worker va aller prendre son job. Alors, comment elle peut savoir si elle peut le faire ou pas? Donc il y a un peu de déclaration. Sur un job CDS, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des prérequis. On va avoir différentes sortes. Pour les choses simples, on peut pouvoir dire bah, moi, pour ce job-là, j'ai besoin de tel binaire, j'ai besoin de Git, je vais faire un Git clone. Ça va potentiellement avoir des limites quand vous allez vouloir builder, vous avez besoin de Java, mais vous ne pouvez pas spécifier la version. Ça va être un peu problématique. Mais on va s'en sortir avec autre chose. On a ce qu'on appelle des modèles. Alors un modèle, un worker modèle, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement d'exécution pour le worker. On a parlé tout à l'heure, il faut que nous, en tant qu'admin, on n'intervienne pas. Donc les gens vont être capables, dans CDS, de déclarer un nouvel environnement pour d'exécution pour un worker. Ça peut être soit une image Docker qu'ils auront construite avec tout ce qu'ils ont besoin pour builder leurs choses. Ça peut être une VM, une image OpenStack, une image vSphere qu'ils ont faite et qui est là, que nous on va enregistrer, qu'on va uploader, avec tous les prérequis faits pour pouvoir lancer leurs choses. Donc ils auront la version de Go qu'ils ont envie, ou la version de Java, ou de ce qu'ils veulent, et l'environnement sera prêt. On peut avoir des requirements de type network si on veut être spawné dans une région qui a certains accès, etc. Des prérequis de mémoire pour avoir plus de mémoire, etc. Chose importante, les services. Benjamin tout à l'heure a dit on teste CDS dans CDS. Ce qui est intéressant. Ça, c'est fait avec les services. Service, c'est-à-dire que sur un job, vous allez dire bah, moi, mon job, mon worker, il va exécuter mon job, mais j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'une base. J'ai besoin d'un Postgre, j'ai besoin d'un Redis. Pour CDS, on a besoin d'une API, un Redis, un Postgre. Je les ai buildés juste avant. Je les ai uploadés sur ma registry Docker, ça c'est cool. Du coup, je vais lui dire, bah tiens, mon worker, avant que tu fasses le job, tu vas démarrer l'API de CDS. Tu vas démarrer Redis, tu vas démarrer Postgre, tu vas démarrer une hatchery CDS, comme ça tu vas peut-être pouvoir spawner des workers CDS dans CDS. Hop, et du coup, après on récupère la CLI qu'on a buildée et on commence à taper l'API, on va créer des workflows, on va lancer des workflows. Donc, dans un worker CDS, on va lancer CDS qui lance des workflows CDS. Donc, la boucle est bouclée. Donc, on arrive à tester CDS dans CDS comme ça. On a différents types d'hatcheries qui savent du coup déployer des workers de types différents. On a une hatchery locale qui est juste là pour du dev, parce qu'on est du coup sur une seule machine, ça ne va pas être très achat. On a une hatchery Mesos Marathon qui va spawner des workers de type conteneur, de même que Docker Swarm. De même que la hatchery Cube, et on a une hatchery OpenStack et vSphere qui va, elle, spawner des VM. Donc tous ces workers qui vont être spawnés sont détruits à la fin de chaque job. Il ne reste rien. Et voilà. Et je laisse la main. Yes. Du coup, là, Steven et Benjamin vous ont passé en revue donc, les 4 principaux points. Donc c'est flexible à travers les différentes notions qu'on a vues, c'est extensible, on a parlé de plugin, d'intégration, et c'est élastique à travers les hatcheries. Le 4e point, c'est le service, j'espère que vous en êtes rendu compte, en fait, à travers les modèles, etc. Nous, on n'intervient pas, en fait, tout ça, c'est à la main de l'utilisateur. Et du coup, quelques petits points supplémentaires, notamment CDS, c'est aussi du Ascode. Donc c'est du Ascode. Tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on vous a montré avant, c'était l'interface graphique. Donc c'est plus pratique comme ça, pour vous montrer des choses, on se représente mieux. Mais effectivement, tout ce qu'on a vu, on peut le modéliser, on peut l'écrire dans du YAML. Et vous pouvez le gérer Ascode. Quand on parle de Ascode, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est sur votre repo. Donc ça veut dire que vous avez des branches potentiellement avec un workflow différent. Et donc ce workflow différent va s'exécuter dans CDS, etc. Vous pouvez avoir des workflows différents sur master et vos branches. Et donc là, vous managez tout directement sur votre repo. Vous éditez plus dans CDS, bientôt vous pourrez. À coup de merge request, en fait, vous pourrez continuer d'utiliser l'interface graphique et puis ça vous fera des petites pull requests pour modifier les fichiers qui sont sur votre repo. Donc c'est du Ascode. On fera une petite démo tout à l'heure, je pense qu'on aura largement le temps et vous verrez ça.
On a parlé du coup de réutilisabilité, donc en fait c'est à tous les niveaux, donc on a parlé de workflow, on a parlé de pipeline, on a parlé de job. À tous ces niveaux en fait on a de la notion de reuse, et on a une chose intéressante aussi, c'est le modèle de workflow. Ça c'est un peu le plus haut niveau en fait de reuse qu'on a dans CDS. Donc si on part du plus bas, on a l'action. En fait, l'action en CDS, qu'est-ce que c'est ? C'est une step. C'est par exemple, je vais git cloner quelque chose. Vous allez constituer des jobs en fait en faisant une liste d'actions. Donc vous avez des actions de type script. On parlait d'uploader des artefacts tout à l'heure, c'est des actions. Donc déjà, ces actions-là, vous allez pouvoir en créer des customs. Vous allez pouvoir écrire votre petit script, etc. et puis l'utiliser dans un job. Ce truc-là, masquer des choses dans une action. Donc il y a déjà du reuse à ce niveau-là. Un pipeline, donc c'est constitué de stages, eux-mêmes constitué de jobs. Le pipeline, pareil, vous pouvez le factoriser et l'utiliser plusieurs fois dans votre workflow, voire dans des workflows différents au sein du même projet. Le workflow, lui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas directement réutiliser parce que dessus, il va être lié à votre repository, il va être lié en fait à vos environnements, toute la combinatoire d'environnements de contexte que vous avez mis en fait est porté par ce workflow, donc c'est pas lui qui va être reuse, mais on a quelque chose par-dessus, ce qui est le modèle en fait. Donc c'est un peu un workflow avec à trous en fait, où vous allez avoir des variables que vous allez pouvoir remplir pour générer et mettre à jour un workflow existant ou plusieurs workflows existants. Donc, par exemple, chez nous, chez OVH, il y a des projets qui font plusieurs services, on va dire, en Go, il y en a beaucoup d'ailleurs. Ce qu'ils font généralement, c'est la même chose. Ils ont le même workflow de déploiement, donc ils vont builder de la même manière, ils vont déployer de la même manière, donc ils ont un pipeline de déploiement, un pipeline de build, mais ils ont plusieurs projets, donc ils ont plusieurs workflows, qui est souvent le même aussi. Donc ils vont créer un modèle de workflow, et puis à partir de ce modèle, ils vont générer un workflow pour chacun de leurs projets. Et quand ils auront envie de modifier le workflow, rajouter par exemple un deploy Canada, ils modifieront le modèle du workflow et ils pourront mettre à jour tout leur workflow pour tous les projets qu'ils ont. Donc soit d'un coup, soit step un par un, quoi. Et du coup, il y a une notion de clé en main aussi à travers cette notion de modèle de workflow. Une action, c'est quelque chose qu'un utilisateur CDS va pouvoir créer et mettre à disposition d'autres utilisateurs. Donc il va pouvoir cacher du scripting à l'intérieur. Par exemple, la manière dont on package une image Docker et on la déploie, ça peut être une idée d'action. Et le template, c'est la même chose. Nous, et vous le verrez dans la démo, on a des templates, par exemple, pour bootstrapper rapidement un workflow et du contenu sur CDS pour un nouveau projet. Donc on va créer un template pour, par exemple, générer un peu le type de workflow qu'on avait tout à l'heure, que Benjamin vous a présenté, qui est un peu quelque chose de classique. On a créé un template pour ça, les gens renseignent leur repository, donc ils ont un premier workflow et puis après ils viennent l'enrichir. Et du coup, on a codé, donc forcément on a une API, donc API REST qu'on peut utiliser pour automatiser, et on a une CLI. Donc l'idée c'est que tout ce qu'on peut faire dans l'interface graphique, on peut le faire dans la CLI et vice versa. Voilà pour les features. Et du coup, pour raccrocher un peu avec le titre de la presse, quelques chiffres. Donc, en 2018, donc on les a comptés un par un, 5,7 millions de workers ont été démarrés avec CDS. Donc ça représente 12 000 conteneurs par jour et 3 000 machines virtuelles par jour. Donc 15 000 workers par jour, qui sont donc démarrés, supprimés à la volée. Donc il y en a qui vont être démarrés pour plusieurs dizaines de minutes, et des fois, certains, ce sera quelques secondes en fait. Aujourd'hui, en production chez OVH, on a à peu près un peu plus de 3000 workflows sur l'outil. On a 250 projets et plus de 500 utilisateurs. Donc tous les développeurs d'OVH en fait, qui à un moment de temps ont besoin de faire du CI/CD, en fait, utilisent cet outil-là. Et on est assez content de ça. Sur Twitter, sur GitHub, on a pas mal de stars aussi, ce qui nous amène des contributions. Et du coup, c'est super aussi parce que pour la partie open source, ça nous permet déjà d'avoir que
que des gens développent des features que nous, on n'aurait pas fait chez OVH, parce qu'on va principalement faire les choses qui sont nécessaires pour nous chez OVH. Mais il y a des gens qui ramènent des intégrations. Par exemple, on a quelqu'un qui a développé de l'intégration pour pouvoir uploader des choses sur Amazon S3, là où nous, on ne l'avait pas fait forcément. On n'en avait pas tellement besoin. Donc on arrive à la fin de la partie presse. On va passer à la démo. Juste les différents membres de l'équipe. Donc là, on est 3 aujourd'hui. Il y a François Samin et Yves Nikeno aussi qui sont restés, eux, qui tiennent la prod là, en ce moment. Et si vous voulez retrouver donc CDS, c'est sur GitHub, le lien est là. On répond aussi pas mal sur Gitter. Donc si vous avez des questions, si vous voulez tester, que vous voulez le lancer, vous avez des problèmes, vous voulez contribuer, n'hésitez pas à aller sur ce Gitter, on vous répondra. Et ben là, on retrouve encore le lien. Il y a la roadmap, ouais. Je sais pas si elle est à jour. On pourra, s'il y a des questions après, on pourra en parler d'ailleurs de roadmap, de ce qui vient pour l'année prochaine. Démo ? Je sais pas. On va voir. Donc on a un petit quart d'heure. On est bien. Alors, là ça va pas le faire. Light, on y va. Ok, ça c'est bon. Un peu de manip. Le terminal. Non. Il est revenu en... Ouais, Oh. Ah oui, non. Oui, je sais. Je me fais avoir à chaque fois. Il faut couper ce PowerPoint. C'est lui qui fout la merde. Vas-y, enregistre. Hop, salut. Ok. C'est parti. Donc on recommence. C'est assez gros ou je zoome un peu peut-être, non ? Tout le monde l'entend ? Est-ce que tout le monde l'entend ? Oui, d'accord. Ok. Donc là, pour la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du terminal principalement. Ça m'évitera de faire pas mal de petits clics et je vais vous montrer comment on va... En fait, je vais générer un workflow à partir d'un template, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le template nous permet de bootstrapper rapidement pour un nouveau projet un workflow, des pipelines, etc. dans CDS. Donc je vais utiliser ça. On va travailler avec un projet super compliqué, un petit projet Go. Alors c'est un gros programme vachement assez compliqué, qui print Hello World. Donc dans un repo où il n'y a que ça pour l'instant. Donc c'est parti. Donc pour la démo, je vais utiliser donc la CTL dans mon terminal. Donc CDS CTL, c'est son petit nom, la commande line de CDS. Et je vais utiliser la commande template. Je vais faire apply. Alors apply, en fait, il va faire plusieurs choses. D'abord, il va détecter. Donc là, je suis dans mon repository. Il va détecter que je suis dedans. Donc il va me dire, ah ok, tu es là-dedans. Est-ce que tu veux que je le prenne en compte ? Ben, je vais lui dire ok. Ça va lui servir plus tard à détecter des choses. Là, il s'est connecté à CDS, il a vu que j'avais un projet. Sur ce projet, j'avais déjà lié une intégration GitLab. Donc il a fait le lien déjà, donc il me suggère un projet existant par rapport à mon repo. Bon là j'en ai qu'un, donc je peux choisir directement celui-là, sinon j'aurais pu spécifier un nom de projet en le tapant ou en créant. J'ai qu'un seul workflow ici, qu'un seul template pour la démo. C'est un template très simple qui génère juste un squelette vide de workflow. Donc je vais l'utiliser. Le but du jeu ici, c'est qu'en fait, on vous pose des questions et que vous ayez le moins de choses à remplir, histoire que ça aille très vite. J'ai besoin alors là, il va me demander des paramètres pour remplir par rapport à ce template, donc un nom de workflow. Alors il me propose d'utiliser le nom de mon repo, c'est parti, démo. Le workflow à l'intérieur, quelque part, on a spécifié qu'on avait besoin d'être lié à un repository, donc il me demande est-ce que c'est celui-là, celui dans lequel je suis là. Là je fais OK. Là il a tout préparé, il me demande simplement est-ce que maintenant tu veux l'importer à Scott dans CDS, ce truc-là.
Bah, j'y vais. Donc là, si on lit rapidement, en fait, il me dit que dans CDS, il a créé plusieurs choses, donc des applications, des variables dessus, il a créé 3 pipelines, et un workflow ici, démo. Et en fait, dans mon repo, il a créé un dossier .cds avec pas mal de petits fichiers YAML. Donc si on va les voir, alors à quoi ça... Je voulais juste dire pour info, là on montre via la CLI, mais tout ce qu'on sait faire via la CLI, on sait faire via lui et vice versa. On va switcher entre les deux à chaque fois. Je vous montrerai à la fin à quoi ressemble le workflow du coup dans l'interface graphique. Donc si on va faire un tour dans ce dossier .cds qui est à la racine de mon repo, du coup on va retrouver plusieurs YAML, dont certains sont suffixés par des .pipe, donc des pipelines, des fichiers d'environnement. On a un fichier d'application et un fichier juste .yaml en fait qui correspond à mon workflow. Donc c'est un peu le point d'entrée de mon dossier là. Si je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, hop, alors pour le coup, donc je dézoome juste un peu. Donc j'ai le nom de mon workflow, je sais qu'il a été initialisé à partir d'un template, ça me permettra derrière, si mon template change, de pouvoir faire évoluer mon workflow par rapport à celui-ci. Et ici, je décris en fait l'enchaînement de mes différents pipelines. Donc c'est un peu moins graphique que ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'interface. Là, en fait, on va mettre des liens de dépendance, comme on le voit ici, là, pour dire par exemple le déploiement se passera après le build, etc. Sur la partie build ici, donc on voit que je vais appeler un pipeline en fait. Donc build-5, correspond à ce fichier-là. Et je vais mettre dans son contexte d'exécution une application, l'application démo. Si je regarde ce qu'il y a dans le fichier démo là, d'application, en fait, simplement, là, elle porte le lien avec le repository. Donc je sais que je vais être lié à un VCS server GitLab, et puis le repo, c'est Richard LT démo. Si je vais voir mon pipeline de build ici, qu'est-ce que c'est? C'est un pipeline avec 2 stages, build et package, qui font rien aujourd'hui et ils affichent juste un petit message. Donc le build et le package ici qui affichent un job. Donc on a un seul job à l'intérieur de ces stages qui est build et package, et avec une seule step de type script qui fait ici un petit écho. Si maintenant, du coup, que j'ai généré ces fichiers-là, je voulais les committer dans mon... on va mettre des messages simples. Voilà. Si jamais je les pousse dans mon repository, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir traquer le statut de mon workflow. Je vais le faire maintenant, comme ça c'est plus sympa. En fait, je vois que j'ai un workflow qui s'est lancé. Comment ça s'est passé? C'est pas magique. Tout à l'heure, quand j'ai accepté de pousser les fichiers dans CDS, CDS a été appelé GitLab, a créé un hook sur mon repo. Ah là, ça scrolle un peu parce que j'ai zoomé, mais un peu moche. Normalement, c'est pas ça affiche ça sur une ligne. Et en fait, du coup, là, j'ai scanné, mon workflow s'est lancé en arrière-plan, puis on voit qu'il s'est déroulé avec succès. J'ai toutes les steps qui sont passées. Pour le coup, elles n'ont rien fait puisque c'était juste des petits échos. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille modifier du coup la step de build pour essayer de builder le programme Go. Donc on va faire des choses hyper compliquées encore. On va rajouter une première step ici. Donc on va rajouter une step qui s'appelle checkout. Alors checkout, je vais simplement lui préciser quelque chose qui est l'endroit où je veux qu'il clone mon repository. En fait, dans ce pipeline ici, le pipeline ne sait pas quel repository il doit cloner, etc. C'est le contexte, c'est l'application qu'on a ajoutée au niveau du workflow qui va venir lui donner cette information. Donc simplement, il sait qu'il va devoir checkouter un repo Git, il sait où il va devoir le faire, et puis l'application va porter l'information de voilà l'adresse du repo. Pardon, tu veux pas parler du templating? Je veux pas parler du template. Vas-y si tu veux rajouter. Du coup là, les moustaches là, sûr, oui. C'est le templating dans CDS. Tout à l'heure je disais on ajoute du contexte avec des variables d'application ou d'environnement. Quand on veut les retrouver, on passe par du templating comme ça. Pour des variables d'application, ça va être du .cds.app, et si on est dans lui, il y a l'autocomplétion, il nous propose toutes les variables qu'il connaît, et pareil pour environnement. Merci, c'est vrai que j'avais oublié. Ça me paraît évident pour nous.
Du coup, je vais rajouter une petite commande ici pour builder mon projet Go. Donc pour ceux qui ont déjà fait du Go, ils comprennent cette commande, sinon c'est pas très important. Et puis, la dernière étape, du coup, je vais sauvegarder le résultat de ce truc. Donc j'ai plusieurs steps disponibles. Donc j'ai artifact, download et upload ici. Donc je vais uploader. Alors on me demande deux choses: le chemin du fichier ou du répertoire qui contiendrait des fichiers que j'ai envie d'uploader, et un tag sur ce fichier que je peux mettre éventuellement. Donc là je vais mettre je vais utiliser une autre variable qui est provisionnée directement par CDS, qui est la version qui correspond au numéro de run de mon workflow. Ça me permet derrière de retrouver l'artefact que j'ai buildé dans tel run de workflow. Et puis avec ça, on est déjà pas mal en fait. Donc j'ai fait une modif. Donc là, je suis sur master, mais j'aurais pu être sur une branche, ça aurait fait la même chose. Je vais committer ma modif là. Et je vais pousser. En faisant ça, GitLab va trigger CDS. CDS va cloner le repository, aller voir le dossier .cds, réimporter le workflow dans l'état dans lequel il est sur le repo, et du coup exécuter cette version du workflow. Alors là, il s'est déjà lancé en arrière-plan. J'ai un truc qui met un petit message du trousseau en local. Ça, c'est cool, ça veut dire que ça marche. En gros, c'est Git qui essaie de cloner derrière. Et en local, il nous met un petit message, c'est sympa. Il le fait même 2 fois normalement, voilà. Si je track derrière, donc le build est en cours. Donc il a lancé le run numéro 2. Le build a été un tout petit peu plus long. Le reste, c'est toujours la même chose, donc ça va pas aller. C'est encore plus moche si je les zoome. On va attendre qu'il se termine. Je vais montrer dans lui juste après, du coup. Donc il s'est terminé. Ce que je peux faire, si j'ai envie, avec la CTL aussi, c'est d'aller chercher mon petit artefact que j'ai uploadé. Donc à chaque fois, vous avez de l'aide sur... là, moi, je connais les commandes, mais... Donc là, je vois, je peux downloader ou lister les artefacts. Donc je vais downloader l'artefact. Et on me demande, il me semble, un numéro de run quand je suis là. Voilà, donc le projet key et workflow name ne sont pas obligatoires parce que je suis dans un repo, il le connaît, donc il a fait le lien, il sait quel workflow j'utilise. Donc j'ai juste besoin du number. C'était le run 2. Il me dit, tiens, j'ai téléchargé un fichier démo, je peux l'exécuter normalement. Ça se passe bien, et le world. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble dans l'UI. Je fais un petit statut. Normalement, je suis censé pouvoir récupérer un petit lien quelque part. Sinon, je vais y aller moi-même. Il n'y a pas de lien là. Ah non, c'est pas ça, pardon. Ça, c'est le statut show. Voilà. Hop. Je suis en mode développement. Elle est un peu longue à démarrer. Ah, il va me falloir un password. Ah, c'est dommage. Et la démo s'arrête là. Bon, regardez pas. Hop. Vous avez fermé les yeux, ça tombe bien, j'ai débranché le câble. Hop. Ouais, il est en train de lancer une vidéo, mais bon, ça c'est... Non, je l'ai même... Ah merde, j'ai oublié, non, c'est pas grave. Ça va tourner en boucle. Une fois logué, on fera une coupure. Eh ben, on peut voir en fait le workflow du coup qui est dans... Donc là, c'est la vue normalement d'édition, mais là, si je clique dessus, en fait, tout est bloqué puisque je suis en Ascode, vous pouvez le voir là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ce qu'on est en train de développer, entre autres, c'est le fait... C'est presque prêt, je crois que c'est Steven qui est sur le coup. Hein. C'est que vous puissiez éditer ici et que ça vous fasse une pull request derrière. Pour pouvoir avoir... souvent, c'est un truc qu'on n'a pas, c'est dans les outils de CI. On édite soit Ascode, soit visuellement. Et en fait, on n'a pas les deux. Là, nous, on va vous donner les deux. Et si je regarde mes runs, donc ben voilà, mon workflow s'est déroulé comme ça. La prod s'est pas déployée parce que je dois avoir une condition dessus, je pense. Hop. C'est ça, il faut que ce soit en succès et que ce soit manuel. Donc il faut que je clique et que je le lance volontairement. Si je vais voir dans Build, je retrouve mes deux stages. Et notamment dans la stage Build,
mes différentes steps avec le checkout application où on voit ce qu'il a fait. Il a cloné mon repo, il a lancé du scripting et derrière il a uploadé mon artefact que je retrouve ici également. Tu peux lui montrer d'autres trucs? Voilà pour le plan de la démo. Je pense qu'on là on vous a montré ce qu'on voulait vous faire voir. On va peut-être pas aller tellement plus loin parce qu'il nous reste 2 minutes. On va garder le temps qui nous reste pour quelques questions si vous en avez. Yes. Non, pour justement exécuter sur les workers, on peut configurer l'image Docker qu'on veut utiliser à chaque fois. Là, vous ne l'avez pas montré, mais... Ouais, effectivement, là j'ai triché un peu. En fait, en local, j'exécute une hatchery locale. Donc en fait, les workers qui sont démarrés s'exécutent sur ma machine. C'est pour ça que quand j'ai buildé tout à l'heure, j'ai buildé pour Darwin, tac, ça s'est exécuté nickel. C'était pour me faciliter la vie, mais effectivement, j'aurais pu démarrer une hatchery Docker, auquel cas j'aurais été faire un tour ici, dans mes worker modèles. N'importe quel utilisateur peut faire ça. Et j'aurais pu en créer un nouveau pour mon groupe, par rapport à mon projet démo, préciser que c'est un worker Docker et préciser le nom de l'image, par exemple. En faisant ça, tac, quelques steps, j'ai un worker modèle Docker. Donc si j'ai une hatchery Swarm, une hatchery Marathon, donc une hatchery qui est capable de démarrer du conteneur Docker, elle va vérifier, elle va essayer de le lancer, elle va se dire ok, moi je suis capable de le faire, et si j'ai un job qui a dans ses requirements le modèle Golang là, et ben, hein, tu veux que je montre ça? Ouais, je peux le montrer. Sur ton job, ce que je disais tout à l'heure, tu vas devoir ajouter un requirement, tu peux dire bah, je vais utiliser tel modèle. Parce que je sais qu'il y a peut-être... On peut juste dire je veux utiliser l'image Docker. Oui. Bah, Tu dois créer le modèle, oui. Ouais, tu dois créer le modèle, c'est ça. c'est le modèle qui porte. Et par exemple, si tu voulais utiliser du Go sans forcément, et tu t'en fous de la version, tu pouvais lui mettre un requirement binaire Go pour lui dire je veux que mon binaire Go soit dans le worker, et il va te prendre le premier qu'il trouve, et voilà. En fait, ouais, ça alourdit un peu. À la fois, ça alourdit et ça a aussi des avantages qui nous intéressent. Typiquement, nous, en interne, on fournit déjà pas mal de worker modèles qu'on dit officiels, en fait, donc que tout le monde va pouvoir utiliser, donc avec chaque version de Go, etc., qui sont utilisées. Et le gros avantage qu'on a avec ça, c'est que du coup, s'il y a une faille de sécurité, quelque chose qui est remonté, on peut rapidement patcher ce modèle-là, et en fait, on sait que les gens utilisent ce modèle-là, n'utilisent pas une custom image Docker qui sort de je ne sais pas où. On sait voir, et ça, c'est très important pour nous, en fait. on sait voir d'où ça vient et tout ça. Et pareil, hein, quand on crée le worker modèle, là, il n'a pas montré, mais il y a un onglet Capabilities. Il va regarder dans son pass tous les binaires qu'il a, et donc ça permet aussi aux autres personnes de utiliser en fonction du binaire qu'ils veulent avoir. C'est plus simple, ça mutualise le truc pour tout le monde, quoi. Je t'en prie. Ouais, est-ce que vous utilisez les fonctionnalités de cache, par exemple, pour tous les mêmes modules, tous ces trucs, les Maven? La question, c'est est-ce qu'on fait du cache? Vous voulez répondre, sinon je réponds. Accélérer, en fait, Ouais. Ouais, on a un truc en clair. Dans les scripts, de base, quand tu lances le worker, on te fournit une CLI que tu peux utiliser qui s'appelle worker. Tu tapes dans tes scripts worker quelque chose. Par exemple, worker upload, ça te fait un artefact upload. Et on a ce qu'on appelle worker cache, qui va être, tu peux cacher en fonction de, par exemple, tu fais un MD5 dans ton package.json pour du node module, par exemple. Tu lui indiques ça comme tag, comme tag, et après, lui, il est capable de faire du cache comme ça, en clair. Et pour les repos Git, vous avez un mécanisme pour éviter de faire un clone complet de tout le repo Git. Si t'es à Scode, oui. Du coup, on a le cache, mais sinon, non. Pas pour l'instant. Voilà. Pourquoi tu as des repo Git de 1 giga? J'ai travaillé chez les clients qui avaient ça, et quand on fait une pull request et qu'on a Ouais, bien sûr. plusieurs minutes de clone de repo quand c'est distant. Peut-être que le problème est ailleurs alors. Bon, merci beaucoup du coup.